leaders mondiaux de cette technologie. J'invite la modératrice Sonia Davidovich, qui est économiste et conseillère en digital au Fonds monétaire international, au FMI, qui va modérer cette session. Je vous demande de l'applaudir. Nos panélistes, que je laisserai Sonia ensuite présenter un à un. Nos panélistes que j'invite à rejoindre Sonia Davidovich, Pascal Agboibor, avocat associé à Safo & Co. Nadia Filali, qui est directrice du programme blockchain à la Caisse des dépôts. Et Sébastien Saïès d'Euroclear, qui est le conservateur de la place financière de Paris. Et Ken Timsit, directeur général de Consensus. Merci de les applaudir. Merci beaucoup. Sonia, la parole est à toi. Merci, Karim. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à table ronde sur l'impact disruptif de la blockchain sur l'industrie financière. Mon nom est Sonia Davidovich. Je suis économiste qui s'occupe des affaires numériques au Fonds monétaire international. Et mon français est un petit peu rouillé, donc je vous remercie de votre compréhension. J'ai le grand plaisir de discuter les potentiels transformationnels et les défis, les challenges de la technologie blockchain. En plus, nous allons discuter sur la contribution des modèles d'affaires des nouveaux entrants pour l'inclusion financière, particulièrement pour l'Afrique. Après la discussion, les panélistes répondront aux quelques questions de l'audience. J'ai le grand honneur de présenter mes panélistes. Pascal Agboibor, avocat associé avec Asafo & Company, une firme internationale des avocats spécialisés dans les affaires et projets en Afrique. Bienvenue, Pascal. Suivant Nadia Filali, directrice des programmes blockchain et pilote LabChain, groupe Caisse des dépôts. Après avoir travaillé dans l'édition de logiciels financiers, Nadia rejoint la Caisse des dépôts dans diverses fonctions, dont adjointe des back-office financiers, responsable du développement des mandats et des offres. En 2015, elle lance et pilote LabChain, consortium européen dédié à la banque finance assurance. Elle soutient les travaux réglementaires des institutions françaises et participe depuis mai 2018 à l'Observatoire Forum Blockchain de la Commission européenne. Elle est également membre depuis sa création en juillet 2019 de la task force mise en place par le gouvernement français pour la stratégie nationale blockchain. Bienvenue, Nadia. Suivant, c'est Sébastien Saï, représentant Euroclear, acteur majeur de l'industrie du post-marché en Europe et dans le monde, avec plus de 30 trillions d'actifs en conservation. Il est responsable Market Advocacy pour 3 CSDS du groupe Euroclear, Euroclear France, Euroclear Belgium et Euroclear Netherlands. Sébastien est directement impliqué sur les sujets d'innovation en tant que représentante d'Euroclear dans des groupes de travail, de place, mais également dans la nouvelle FinTech Liquidshare à Paris. Bienvenue, Sébastien. Ken Timsit est directeur général de Consensus Global Enterprise Services et de Consensus France. Consensus est leader mondial parmi les éditeurs de logiciels spécialisés dans la technologie blockchain. Consensus développe et déploie des applications qui permettent aux entreprises et gouvernements de tirer parti des opportunités offertes par la blockchain, notamment dans le domaine des services financiers et du commerce international. Bienvenue, Ken. Alors, commençons. Tout de suite par vous poser une question que tout le monde se pose, je crois. Bien, où voyez-vous des opportunités pour la blockchain dans le secteur des services financiers? Pourriez-vous partager des cas d'utilisation réussis ou prometteurs que vous avez observés qui pourraient être transférables à l'Afrique? Commençons par vous, Ken. Oui, merci beaucoup. Donc, excellente question. Aujourd'hui, la technologie blockchain a environ 10 ans.
Et en termes d'opportunités, ce qui est très intéressant, c'est que même si les origines de la technologie avec Bitcoin étaient ancrées dans cette possibilité à la fois enthousiasmante et inquiétante que les monnaies nationales pourraient être remplacées par des monnaies pair à pair, en fait, graduellement, on a observé un retournement complet du marché ou une prise de conscience de la part des entreprises et des gouvernements qui était que la réelle promesse de la technologie blockchain, c'est pas tant le fait de mettre à plat les systèmes régaliens, c'est vraiment de donner une technologie aux entreprises et aux gouvernements leur permettant de simplifier leur mode de fonctionnement et d'accélérer leur processus. Donc aujourd'hui, auprès des entreprises et des gouvernements, il y a vraiment cette prise de conscience qui est que la blockchain comme technologie de registre décentralisé peut être une source énorme de gains d'efficacité et peut être la source de création de nouveaux business models pour les entreprises. Et on voit ça à deux niveaux. Premièrement, il y a cette notion de coopétition qui est vraiment maintenant centrale dans la manière dont les entreprises regardent leur paysage concurrentiel. La notion de coopétition, c'est de se dire on est en concurrence avec nos concurrents sur des dimensions spécifiques de notre business model sur lesquelles on se différencie. Mais par ailleurs, si on veut améliorer l'expérience des clients finaux, il y a tout un tas de briques d'infrastructures dans nos processus qu'on peut mettre en commun entre entreprises afin d'être plus rapide sans que ça nuise à notre capacité à nous différencier. Donc quelques exemples. Bien entendu, le projet fondateur, ça a été celui qui a été lancé par la Monetary Authority of Singapore, permettant aux banques locales de réaliser des transferts d'argent en pair à pair entre elles. Ce projet a depuis été étendu à des transferts de monnaie internationaux avec le Canada ou avec les Philippines, avec cette idée que si toutes les banques améliorent leur qualité de service en même temps, ce n'est pas nuisible à leur avantage concurrentiel. Un autre projet, Comgo, qui est un projet fondé par 15 des plus grandes banques internationales, qui vise à digitaliser les lettres de crédit et les instruments de financement du commerce international pour les matières premières énergétiques. Ce projet-là est exactement autour de la même idée de mettre en commun les briques non essentielles du business model des entreprises. Et puis enfin, LVMH a annoncé récemment qu'il mettait à la disposition de l'industrie du luxe une blockchain basée sur Ethereum permettant de combattre la contrefaçon des produits de luxe. Et encore une fois, cette blockchain a vocation à être ouverte à leurs concurrents. Et c'est vraiment cette même idée de compétition qui est centrale dans la dynamique d'innovation autour de la blockchain. Enfin, au-delà de l'aspect de la valeur apportée et des opportunités pour les entreprises, il y a les opportunités pour les gouvernements. Et là-dessus, la Commission européenne a été assez motrice. Donc on les assiste, Consensus, dans le cadre de l'Observatoire de la blockchain européen, qui, depuis 2 ans, assiste la Commission européenne pour regarder le paysage de la blockchain et identifier des manières de booster, donc d'accélérer l'écosystème blockchain en Europe. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, vraiment, au-delà des opportunités pour nos entreprises, la blockchain pour les États représente une opportunité de créer des emplois et d'acquérir une expertise en matière d'innovation. Si on regarde les technologies web, historiquement, les États-Unis captaient 60 à 65% des investissements en capital risque autour des technologies web. Ce pourcentage est aujourd'hui plutôt de 35% pour ce qui est des technologies blockchain, c'est-à-dire que les régions du monde qui ne sont pas les États-Unis ont beaucoup plus de chances d'attirer des capitaux et de créer de l'innovation autour de la blockchain. Et donc, c'est une opportunité économique pour chacun des États. Passons à Sébastien. Qu'opinez-vous? Alors, d'un point de vue infrastructure de marché, bien évidemment, les opportunités sont nombreuses, notamment autour des missions fondamentales d'une infrastructure de marché dans le post-marché, puisqu'on a pour mission fondamentale d'apporter l'efficience au marché, non seulement en termes de processing, mais aussi en termes de coûts. On a des premières indications intéressantes sur les opportunités de réduction des coûts
dans le fonctionnement de nos marchés qui sont intéressantes pour nos utilisateurs. On a des missions fondamentales en termes de sécurité, de gestion de nos systèmes pour le bon fonctionnement de nos marchés en termes de sécurité. Là encore, la blockchain tient beaucoup de promesses. Et on fait un dans nos missions fondamentales qui est d'accompagner nos marchés dans leur développement avec finalement de plus en plus de finances inclusives et qui nous permet de vraiment supporter nos marchés dans leur développement. Alors le potentiel il est là. Je dirais que la DLT, la blockchain, elle arrive aussi, elle est d'autant plus intéressante qu'elle arrive à un moment où il y a des besoins qui sont fortement exprimés dans le marché et qui reposent sur des piliers de la blockchain. On a d'un côté, sur les émetteurs, une forte demande de transparence, de communication directe avec les investisseurs. Et sur cette dimension, la blockchain a une réponse, offre une opportunité intéressante pour les infrastructures de marché pour mieux répondre à ce besoin. On y répond aujourd'hui, mais pas de manière optimale. Donc sur ce premier pilier, c'est intéressant. On a aussi un mouvement très fort et qui repose sur un deuxième pilier de la blockchain, qui est le temps réel. On est aujourd'hui dans un environnement de digitalisation qui est poussé, je dirais, à l'extrême, avec un appétit pour l'instantanéité. Alors le temps réel dans l'industrie du post-marché, c'est une réalité depuis plus de 20 ans maintenant, mais qui, je dirais, est marginalement utilisé parce que nos modèles actuels ne permettent pas d'utiliser de manière massive le temps réel. Pour preuve, il y a 5 ans, on a harmonisé nos marchés en Europe. Pour donner l'exemple de l'Europe, on est passé de J+3 à J+2. La marche du J+1 était trop haute. Peut-être qu'avec la blockchain, on réussira à monter les 2-3 marches supplémentaires pour faire fonctionner nos marchés en temps réel. Donc le potentiel est là en termes de ce qu'on peut dire sur les observations que l'on peut faire sur les opportunités de manière très générale dans l'industrie du post-marché. C'est que la première observation, c'est que tous les services, tous les marchés sont concernés. Ça veut dire que derrière, on peut vraiment appréhender une stratégie globale de transformation de nos marchés en s'appuyant sur la technologie blockchain. Alors bien sûr, ça ne se fera pas en 2-3 ans, mais en tout cas, que ce soit du settlement, de l'asset servicing, du collateral management, le domaine de la pre-issuance, les aspects de transparence, gestion des general meetings, la liste est très longue, je pourrais toutes les citer, mais en tout cas, il n'y a aucun service dans le post-marché qui échappe à la logique de la blockchain et qui nous permet d'appréhender et de projeter des stratégies globales d'un point de vue technologique pour intégrer la blockchain dans nos traitements. Donc ça, c'est la première remarque. En termes de périmètre, ça couvre tout. En termes d'acteurs, une remarque importante, c'est que la technologie blockchain, elle a été introduite et souvent rappelée comme disruptive, notamment pour les intermédiaires. Alors, bien évidemment, la dimension disruptive, on voit émerger des modèles où il n'y a plus d'intermédiaire, avec une relation directe avec les émetteurs et les investisseurs. Mais la blockchain n'est pas que disruptive. Elle peut être aussi une opportunité pour les intermédiaires, et lorsque les intermédiaires ont de la valeur dans le fonctionnement d'un marché, la technologie blockchain, elle est compatible avec le rôle des intermédiaires, et c'est ce qu'on fait dans le cadre de Liquid Share à Paris, qui est une infrastructure qui en blockchain pour le segment listé, pour les SMI. On a besoin des market makers, on a besoin des custodians, et on les a complètement intégrés dans le modèle. Donc ça, c'est la deuxième remarque. La technologie est disruptive, mais elle est compatible avec des modèles, je dirais, de blockchain de type privé, permissionné, où on a besoin des intermédiaires dans la chaîne. Et puis la troisième observation que l'on peut faire en termes d'opportunités, c'est en termes d'échéance. On a beaucoup présenté la blockchain comme une révolution disruptive rapide. Il semblerait, au vu des expériences sur les quelques années précédentes et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on soit plutôt dans un mouvement de transformation progressif qui va, j'entendais sur des interventions précédentes où on parle de 5 à 10 ans,
On est plutôt sur cet horizon aujourd'hui, plutôt que sur de la disruption rapide à court terme. Donc voilà, donc des opportunités plutôt sur le moyen long terme. Très bien, merci beaucoup. On a bien compris, je crois, toutes les opportunités qu'il y a avec la blockchain, mais quand même, il y a des challenges, il y a des défis. Et quels sont les principaux challenges à relever pour l'adoption de la blockchain, tant du point de vue de la technique que politique et réglementaire? Cette question est pour tous les quatre, mais peut-être on peut commencer avec Nadia, Pascal. Merci. Alors, les contraintes, elles sont de différentes natures et parfois, elles peuvent être, à mon sens, levées plus rapidement. Enfin, on a expliqué qu'effectivement, la blockchain, ça provient de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on dirait en France complètement anti-jacobine. C'est extrêmement perturbant de se dire qu'on ne sait pas qui contrôle, qui maîtrise à la fois le protocole d'un point de vue technologique, qui le contrôle d'un point de vue de la gouvernance. Donc si on est sur des blockchains publiques, on a un sujet de changement de mindset pour voir si on veut y aller ou pas et comment on veut y aller. Et sur quoi on veut y aller, parce qu'en plus, il y a des contraintes de rapidité d'exécution et de scalabilité qui ne sont pas évidentes en termes de performance. Donc de ce point de vue-là, moi je dirais qu'il y a peut-être quand même des cas d'usage qui peuvent fonctionner, et d'ailleurs qui fonctionnent sur ces blockchains publiques, mais qui relèvent plus de l'acceptabilité en fait, d'y aller ou pas et de ce qu'on veut faire avec. Sur la partie blockchain dite de consortium ou permissionnée, c'est-à-dire dont on connaît la nature des acteurs et la maîtrise, le point, c'est que quand on a commencé à travailler là-dessus, on a dit d'abord c'est des sujets de paiement, ce qui n'est pas si évident que ça, puis on y revient avec les stablecoins, ou d'autres choses, et on est plutôt rentré dans la finance de marché, et là on tombe sur des sujets à la fois de gouvernance entre acteurs, c'est-à-dire que la blockchain c'est avant tout une technologie qui permet de travailler sur un ensemble, sur un processus complet avec l'ensemble des acteurs qui doivent être sur ce processus. Donc si vous mettez des banques entre elles, et c'est ce qu'on a fait au début avec l'AppChain, quand elles sont sur un secteur concurrentiel, elles n'ont pas envie de bosser entre elles. Enfin, c'est assez simple. Quand elles sont sur des sujets compliance, regulatory, elles vont vouloir travailler entre elles. Et c'est pour ça que sur des sujets de KYC partagés ou de choses comme ça, à mon sens, on peut aller de l'avant, quoique, parce qu'on va vous dire, mais qui maîtrise mon client, qui va connaître mon client, etc. Mais c'est des choses, à mon sens, qui sont techniquement, d'une part, faisables et en plus, sur lesquelles on peut avancer plus vite. Ensuite, ce dont parlait tout à l'heure Sébastien, quand on prend le cas, par exemple, de LiquidShare, et je vais me permettre de faire un petit peu de Rex, enfin de retour d'expérience, parce que la Caisse des dépôts a participé aussi et participe toujours à la mise en œuvre de LiquidShare. On est parti d'un point factuel qui était que l'État français permettait la distribution et l'émission de titres non cotés sur une blockchain dans le cadre d'une loi qui existe, donc c'est possible, dans un monde qui est du droit français, puisque les titres cotés sont sur le droit européen et doivent passer par mon ami à côté CSD, côté Euroclear. Donc là, vous allez aussi avoir une résistance d'acteurs, que je comprends, qui est que y a des entreprises qui existent avec des emplois, avec aussi autre chose, c'est qu'il y a tout un marché qui s'est développé sur les repos et la gestion des prêts-emprunts titres, et que si on supprime le CSD en fait et qu'on passe en J, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette manne financière et de tout ce marché-là qui n'est pas évidente. Donc il y a, à mon sens, des blocages. Enfin, moi, je dirais que les blocages sont plutôt essentiellement de gouvernance, d'acceptation et relative au changement, comme tout apport de nouvelles technologies. Après, il faut savoir choisir la bonne technologie par rapport au code d'usage, c'est-à-dire que bon, c'est normal, chacun va dire j'ai le meilleur protocole et il fait tout, ce qui n'est pas vrai. Et quand on arrive à trouver la bonne technologie sur le bon cas d'usage, on va se poser ensuite la question de l'interopérabilité entre ces infrastructures et ces protocoles qu'on utilise. Donc il y a des travaux qui sont en cours
notamment entre Ethereum, Hyperledger Fabric ou d'autres. Et ça, c'est un verrou à lever pour que ça puisse aller de l'avant. Et il y a même des travaux sur l'interopérabilité entre les chaînes publiques et les chaînes de consortium qui sont intéressantes et qui sont à mener. Après, ce que je pourrais dire, sauf si j'anticipe sur la question d'après, un petit peu, c'est que ce que je vous ai exposé, elle est liée à ce que moi je connais du système français et européen et de la culture française et européenne et du marché français et européen. Mais si on part sur le Maghreb et sur l'Afrique, et notamment sur la partie marché financier, les contraintes ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les contraintes de la Commission européenne. Ça, voilà. Vous avez un marché qui malheureusement est moins liquide, notamment sur les entreprises. Donc vous avez un enjeu de liquidité et vous avez un marché qui est peut-être plus OTC, enfin over the counter, de gré à gré. Et si on se pose dans cette perspective-là, utiliser une infrastructure de blockchain de marché pour les marchés financiers, à mon sens, a un vrai intérêt, parce que les acteurs sont peut-être moins nombreux, se connaissent, vous êtes sur du gré à gré, la réglementation et la régulation, je pense, c'est plus simple à mettre en œuvre, donc je pense que c'est plus que de challenge, de l'opportunité en fait pour le Maghreb et l'Afrique de se positionner là-dessus. Et à mon sens, il en est de même sur les apports pour le consommateur ou le citoyen, et y compris pour les finances publiques, parce que on a besoin d'apporter de la confiance, on a besoin d'apporter de l'inclusion financière, et notamment dans la gestion des wallets. J'étais contente et surprise d'entendre le cas d'usage qui va être présenté tout à l'heure par la Banque centrale, typiquement sur l'inclusion financière. Si vous pouvez apporter aux gens une vraie gestion et une traçabilité dans les allocations qui sont faites de quelque nature que ce soit, ou dans les aides financières d'État pour des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres, ou de la transparence dans les flux, c'est quelque chose d'important. Et si vous y amenez en fait un sujet de comment apporter de la vertu en fait dans la gestion des transactions dans l'économie, je pense que ça peut être un bon point. Ensuite, vous avez aussi quelque chose qui à mon sens peut fonctionner, c'est que sur la partie onboarding client, KYC, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites de façon plus simple. Merci beaucoup. Pascal, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, très rapidement. Et en réalité, peut-être revenir aux opportunités. Ken a dit beaucoup de choses tout à l'heure sur les opportunités. Sébastien aussi. Je relève simplement, parlant des pays d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, l'opportunité en ce qui concerne le commerce international, notamment les crédits documentaires, les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, notamment en raison de l'ampleur ou de l'idée qu'on se fait de l'ampleur de la fraude et les vérifications nécessaires et en quoi finalement les transactions sont plutôt lentes et prennent du temps. Je pense qu'effectivement, ce qui a été décrit rapidement par Ben paraît être une évidence qu'en effet, cela va avoir un impact significatif sur les transactions, notamment en ce qui concerne les situations de vérification de documents où historiquement il y avait de gros sujets de fraude. Je pense également en opportunité. Je vois dans l'industrie minière également toutes ces situations où il y a des problématiques de travail d'enfants, de femmes enceintes, où il y a une prise de conscience de traçabilité et de s'assurer que les minerais ne viennent pas de régions qui sont sous embargo. Le blockchain appliqué au secteur minier, je pense également, va pouvoir être une réponse à ces préoccupations. Revenant à votre question sur les défis,
et les challenges. Je sais qu'il y a un panel tout à l'heure concernant les régulateurs. Donc pour l'avocat que je suis, peut-être que la tournure d'esprit va davantage vers la régulation, mais on ne va pas préempter ce sujet. J'aimerais simplement dire, et je pense comme Hubert, dont j'ai suivi le début de la présentation tout à l'heure, le sujet est de savoir la tentation du régulateur ou la tentation de la régulation. Est-ce qu'on a voulu réguler Internet ou finalement c'était plutôt les effets d'Internet? Idem ici. Je pense, les discussions qu'il y a eu, il y a toujours la tentation de la régulation, probablement par posture, parce qu'il y a des acteurs nouveaux, parce qu'il y a des activités qu'on ne maîtrise pas, et parce qu'il y a un cadre pour certaines des activités, que ce soit évidemment les transactions financières, le cash, les actifs financiers, les intermédiaires qui fournissent des services qu'on voudrait pouvoir mettre dans une catégorie donnée. Donc quand on entre dans cette démarche intellectuelle, la tentation de la qualification puis de la régulation est évidente. Mais il semblerait que ce soit une course contre la montre, on dirait, si je puis dire. Cela étant dit, on note aujourd'hui un certain nombre de sujets plutôt à considérer d'un point de vue, du point de vue de l'avocat. Il y a des sujets de droit applicable dans ces contrats. Où sont les acteurs et qui est l'acteur, le contractant, est-ce que c'est le fournisseur de la technologie ou si c'est l'individu qui profite, et selon son lieu de situation, on sait bien que la question de la loi applicable peut se poser. Je pense que c'est un flou sidéral aujourd'hui, mais ça n'empêche pas les choses et les transactions de se faire. Je pense que Nadia tout à l'heure évoquait les questions de KYC avec le corollaire de money laundering. Je pense que c'est un gros sujet. Pour ce qui concerne la monnaie digitale à laquelle les banques centrales, en tout cas, sont en train de prendre position, je pense, mais ça va être le sujet tout à l'heure. Tout indique qu'il y a un intérêt plus fort qu'il y a quelque temps. Ce n'est plus le rejet de principe, mais de la curiosité, voire de l'intérêt sympathique. Là-dessus, oui, il y a de gros défis. Est-ce qu'il y a des conditions à poser pour être acteur? Comment les contrôler? Je pense que sur tous ces sujets, de ce qu'on entend de la part des banques centrales, en fait, il n'y a pas de réponse à part suivre de près et à part peut-être les banques centrales elles-mêmes devenir des acteurs. Si je dis crypto-monnaie, peut-être que politiquement ça n'est pas indiqué, mais on voit bien il y a quelque chose qui serait presque contradictoire. Donc beaucoup de défis. Si on va sur ce terrain de crypto-monnaie également et du rôle que les banques centrales pourraient jouer, il y a tout un sujet sur l'impact sur l'industrie du crédit, parce que finalement les banques qui devraient recevoir des dépôts qui, avec le temps, et peut-être dans 10 ans, si je reviens à ce que disait Sébastien, est-ce que ça impacte le volume des dépôts ou c'est un autre marché qui est organisé derrière? Je ne sais pas, mais des idées qu'on agite. Voilà ce que je peux dire. Merci Pascal, bien compris les challenges. Passons maintenant au sujet de l'inclusion financière. Comment blockchain peut-elle améliorer l'inclusion financière? Par exemple, l'accès aux services financiers. Ken, qu'opinez-vous? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre 3 exemples pour illustrer des projets qu'on a réalisés dans d'autres pays qui pourraient être pertinents pour l'inclusion financière en Afrique. Donc le premier, c'est un projet qu'on a mené avec Union Bank, qui est une banque importante aux Philippines. Aux Philippines, il y a un nombre important de banques communautaires qui sont des banques régionales, qui ne sont pas connectées à la Banque centrale, donc qui n'ont pas de compte à la Banque centrale et qui ne sont pas connectées non plus
aux systèmes de paiement internationaux tels que SWIFT, etc. Et donc, dans le cadre de ce projet, qui est en cours de donc qui est aujourd'hui en production et en cours de déploiement, et qui connecte ensemble plus de 100 banques régionales, on a créé une version digitale du peso philippin afin de permettre aux banques régionales d'opérer entre elles des transferts d'argent de particulier à particulier en quelques minutes et à un coût très très inférieur au coût qui était précédemment facturé par ces banques aux consommateurs finaux. Donc c'est un exemple de situation dans laquelle la blockchain a des bénéfices très tangibles pour les couches les plus basses de la société, notamment aux Philippines. Un deuxième projet très intéressant, c'est un projet qu'on a mené à Vanuatu avec Oxfam et Australian Aid. Et dans ce projet-là, on a utilisé la blockchain pour permettre la traçabilité des fonds distribués par des associations non gouvernementales. Et donc, dans ce contexte-là, on crée des portefeuilles pour chaque personne qui est destinataire de subventions ou d'aides distribuées par les organisations gouvernementales. Et grâce à la blockchain, on est capable en temps réel de suivre la circulation de ces vouchers, donc on appelle ça des e-vouchers, donc la circulation de ces vouchers et de vérifier l'utilisation qui en est faite par leurs destinataires. Et puis donc, enfin, troisième cas d'usage, troisième projet intéressant, donc c'est un projet qui est un peu plus éloigné de ça, mais qui est un projet autour de l'identité digitale. Donc on a mené en France récemment un pilote visant à donner une identité digitale grâce aux technologies décentralisées et aux technologies blockchain aux entreprises. Et donc à identifier les entreprises dans un registre, identifier les personnes au sein des entreprises qui sont habilitées à signer différents documents. Et donc on a fait ce projet avec la Banque de France, l'INSEE ainsi que la Société Générale. Et ce qui est très intéressant avec ces technologies d'identité décentralisée, c'est qu'on peut permettre aux entreprises de petite taille d'avoir une existence digitale sécurisée pour ce qui est de l'accès à des sources de financement ou de l'accès à des aides de l'État. On est capable de vérifier qu'elles ont bien une existence, que les actifs qu'elles voudraient mettre en collatéral pour avoir des financements, par exemple, n'ont pas de lien déjà, donc ne sont pas déjà utilisés comme collatéral pour d'autres engagements financiers. Et donc ça ouvre des possibilités énormes pour ce qui est de faciliter l'inclusion financière des petites entreprises dans les pays où les données, les crédits de bureau et les données centrales ne sont pas très bien développées. Merci, Ken. Nous n'avons pas beaucoup de... Oh, Sébastien. Oui, juste en complément sur le sujet d'inclusion, tu as évoqué des projets dans des pays en voie de développement, mais le sujet d'inclusion, il est aussi en Europe, et je vais revenir 2 minutes sur le projet Liquid Share, qui est un projet qui est développé pour les SMI pour leur faciliter l'accès au marché. Et notamment à la cotation sur les marchés financiers. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès parce que c'est trop cher, parce que le modèle post-trade est trop coûteux. On a, à titre d'exemple, dans le modèle Liquid Share, on a supprimé la chambre de compensation parce que sur ces titres de petites et moyennes entreprises, il n'y a pas suffisamment de liquidité pour avoir des bénéfices de netting, il n'y a pas de netting. Donc on a simplifié au maximum le modèle pour le rendre plus accessible et faciliter l'accès au marché pour les SMI. C'est aussi une forme d'inclusion à un niveau différent, mais c'est aussi un des objectifs importants de cette initiative Liquid Share à Paris. Merci beaucoup. Je voudrais tourner à la salle, à l'audience pour des questions. Veuillez vous présenter votre nom et votre affiliation et s'il vous plaît, une seule brève question par personne. Personne? Une question là-bas? Bonjour, merci pour vos présentations. Je m'appelle Samir Benani, je suis CTO de Blockchain Bubble. Moi, j'ai une question de côté financier. Quand on parle de stablecoin ou de monnaie digitale, est-ce qu'elle fait partie de la masse monétaire d'un pays? Est-ce qu'on peut appliquer les règles
financières et économiques comme l'inflation, déflation et ainsi de suite. Merci. Alors, si je peux me permettre, bon, merci Samir. On n'a pas parlé de stablecoin, on n'a pas parlé de STO non plus. Mais non, un stablecoin, en fait, il y a une définition simple. Si une monnaie numérique, quelle qu'elle soit, n'est pas émise par un État qui a le droit d'émettre cette monnaie, elle n'est pas considérée comme une monnaie banque centrale. Donc, en fait, elle ne fait pas partie de la masse monétaire M1. Ah ben, si elle est banque centrale, en fait, ça revient à faire de la monnaie digitale et il faut gérer l'émission, la destruction éventuellement, enfin ce qu'on appelle le fait de brûler en anglais, de burn. Bon. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça fait partie de la masse monétaire. Mais après, est-ce que c'est M1 ou pas? Je ne sais pas, Samir. C'est chose que les régulateurs vont répondre parce qu'il faut faire une. Peut-être ça s'appellera D1, je ne sais pas, digital. Voilà, au niveau européen, la monnaie électronique, ça existe déjà. C'est pas un actif forcément téconisé, mais ça existe déjà. Donc, si c'est de la monnaie en circulation émise par une banque centrale, à mon sens, oui. Par contre, si c'est émis par un acteur privé, ça n'a pas le même sens. C'est une contre-valeur de quelque chose, qui n'est pas forcément de la monnaie d'ailleurs. Mais... C'est Amine Benjeloun de la SFI. J'ai une question pour M. Timsit. Pour votre initiative, alors je suis là. Pour votre initiative aux Philippines, j'aimerais connaître la réaction du régulateur. Merci. Et comment vous avez pu gérer ça avec le régulateur également? Oui, le régulateur est favorable. Et la raison pour laquelle il l'est, c'est parce que cette monnaie digitale qu'on crée n'est jamais mise directement entre les mains des consommateurs. Elle est échangée entre les banques régionales et avec Union Bank. Et donc, encore une fois, on est dans une situation où ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette technologie Ethereum qui peut être déployée soit sur le réseau public, soit dans des réseaux privés en entreprise. On utilise la même technologie dans tous les cas, mais dans des cas d'usage complètement différents. Et donc, dans ce cas-là, on utilise Ethereum comme outil mise à la disposition de ces banques régionales pour avoir un registre commun de base de données mis à jour en temps réel et sécurisé. Et donc c'est une technologie de base de données comme une autre, adaptée à ce cas d'usage. On n'est pas en train de réinventer, d'inventer une monnaie ou d'avoir un impact sur la politique monétaire du régulateur. Dernière question. Merci. Bonjour, Khalid Etiamina, je suis de la communauté des Crêtes. Seulement, je pose la question, c'est déjà pas mal qu'aujourd'hui on échange sur ce qui est blockchain. Ça fait des années que tout ce qui est banque centrale, c'était contente lorsqu'on voit des transactions du Bitcoin en bloquante. On trouve des problèmes sur la blockchain, sur la cryptocurrency. Mais aujourd'hui, on essaie de partager l'information entre les équipes et essayer d'apprendre le bon de la blockchain. La question que je pose aujourd'hui au Maroc, on a besoin d'utiliser la blockchain, surtout tout ce qui est énergie, tout ce qui est distribution alimentaire, par exemple, pour avoir une traçabilité de ce qui se passe là-dedans, tout ce qui est des subventions, tout ce qui est dans l'INDH, c'est bien. Côté monétaire, je peux dire qu'on a besoin de 20 ans de plus. Parce que le moment, si on utilise une transaction en Bitcoin, et on voit le temps de passation d'une transaction, je crois que les gens de la banque deviennent fous. Si on voit le montant des frais lors de la transaction, pourquoi les gens de la banque deviennent fous? Si on fait un suivi... Et quelle est votre question? Ma question aujourd'hui, est-ce que la blockchain dans les pays africains, c'est le moment de mettre un plan d'utilisation afin de passer à tout ce qui est monétaire et financier? C'est ça. Est-ce que c'est avec moi dans cette approche, ou bien on parle sur tout ce qui est finance avant de passer sur la situation pratique et simple? Merci. Si je puis me permettre, désolé, je reprends la parole sur le sujet. Je connais un petit peu ce pays. Marhaba. En fait, il y a un point essentiel qu'il faut comprendre sur la partie crypto-actif dans certains pays d'Afrique et très certainement au Maroc, c'est qu'au Maroc, il y a un contrôle d'échange. Donc à partir du moment où vous échangez quelque chose qui est échangeable contre de la monnaie sans contrôle, ça veut dire que vous trouvez une dérivation au contrôle d'échange.
C'est un point assez simple. Ensuite, il y a quand même eu un sujet de bancarisation au Maroc qui était compliqué, où les frais, je l'admets, étaient très chers. Moi, la première fois que j'ai eu un chéquier, j'avais un chéquier avec 10 chèques, je ne pouvais pas en avoir plus. Bon, voilà, et j'avais une carte qui ne servait à rien. Donc, il y a ce problème-là, il y a le sujet de l'endettement et comment on gère le risque, en fait. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'une solution, y compris en monnaie banque centrale électronique, après on l'appelle comme on veut, parce que la notion de stablecoin, elle a des notions aussi de gestion de panier de devises derrière, mais si c'est émis par une banque centrale, il n'y a pas de question de stablecoin, c'est émis. Ça peut peut-être fluidifier les choses dans les transactions. Et après, je pense qu'il y a une autre barrière, on en a parlé un peu hier quand il y a eu les présentations, c'est le cash. Les gens, ils aiment le cash, d'accord ? On va être clair, ils aiment le cash, et donc si vous leur dites on va enlever le cash et on va vous faire évoluer sans le cash, ça va être plus compliqué, et ça va être compliqué pour plusieurs raisons. C'est que pour eux, c'est une réserve, ils ont confiance dans le cash, et parce qu'en plus, je me permets de le dire, parce qu'on en a discuté à d'autres endroits de façon assez ouverte, et je pense que c'est un cas pas uniquement en Afrique, qui est un sujet sur une économie officielle et une économie parallèle, et qui est un sujet extrêmement complexe à mettre en place, enfin à corriger, parce qu'en fait, si vous apportez de la transparence, vous avez un sujet simple, c'est comment vous augmentez la capacité financière des gens qui font du parallèle parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils ont, que ça soit dans le privé ou dans le public. Il y a des niveaux où c'est plus simple, et il y a des niveaux en bas où c'est pas simple du tout. Donc votre équilibre de finances publiques est juste complètement cramé si vous dites de façon complètement autoritaire, je mets de la transparence, j'enlève le cash, etc. Ça ne marche pas comme ça, et c'est pas si basique que ça. Et très sincèrement, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui doivent réfléchir à ces sujets-là, mais c'est pas si simple. Ouais. Ouais, peut-être pour terminer, juste, je pense qu'il y a eu des centaines de millions d'euros d'investis dans la technologie blockchain chaque année. Une infime partie de ça est dirigée vers l'idée de réinventer la politique monétaire des pays ou de créer des coins backés par les banques centrales. Donc, je pense que se focaliser trop sur les aspects monétaires de la blockchain, à mon avis, c'est une erreur. Ça ne correspond pas à la réalité de l'apport économique de cette technologie. Et par ailleurs, si on se place du point de vue économique, encore une fois, si on regarde nous, entreprises de technologie, où est-ce qu'on cherche des développeurs offshore ? En matière de blockchain, aujourd'hui, on les trouve en Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie et au Portugal. Je pense que ce serait formidable que, par exemple, le Maroc se saisisse de quelques projets comme terrain d'expérimentation et de formation pour ses étudiants, et devienne également un centre d'expertise en matière de blockchain. Donc il y a des opportunités à la fois pour les entreprises et pour le pays si on essaie d'être en avance de phase par rapport à cette technologie qui absolument est aujourd'hui relativement immature. Merci beaucoup, Ken. Et Nadia, dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, Hicham Ben Fadel. Ce que j'ai compris, c'est que ça va être plutôt une transformation qui va mettre du temps plutôt qu'une rupture. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi possible de réfléchir qu'il y a certains sujets où on peut partir d'une feuille blanche et laisser le reste de l'écosystème évoluer avec de nouveaux besoins? Par exemple, une monnaie fiduciaire digitale type CBDC émise par une banque centrale pour un besoin particulier, par exemple les dépenses de santé, et qui ne créerait pas d'inflation, ou par exemple une monnaie unique maghrébine émise directement et uniquement sous forme et qui prendrait le temps de se développer. Il faut aussi peut-être réfléchir à des sujets complètement nouveaux et complètement en partant d'une feuille blanche. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ça existe un peu déjà. Ça revient à faire ce qui existe par exemple en France, qui est une monnaie locale. Donc c'est une monnaie qu'on va utiliser sur une collectivité ou sur une ville, et qui va s'échanger chez des commerçants localement, d'accord ? Ou qui va donner des points, etc. Enfin, si on parle de la partie santé, où ça revient à faire un wallet digital. Alors moi, je trouve que c'est un sujet intéressant sur l'inclusion, c'est-à-dire qu'on soit on dédie une part à des gens et on maîtrise en fait leur usage des fonds qu'on leur donne,
Ça permet de faire de l'éducation financière, en fait, et apprendre des gens à gérer un budget. Mais ça peut avoir des connotations, notamment en Europe, un peu particulières, il y a certaines dizaines d'années. Et ensuite, j'ai compris que tu voulais faire l'euro maghrébin. Je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a une fédération de communautés des États du Maghreb. C'est pour ça que c'est un sujet plus politique que technique. Mais pourquoi pas. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal. On ne régule pas l'autoroute, on régule la façon de conduire sur l'autoroute. On ne régule pas une infrastructure, on régule l'usage de l'infrastructure. Donc, le point... il ne l'a pas dit comme ça, mais je me permets de le dire comme ça. Mais on est tous, je pense, autour de la table en train d'expérimenter plein de choses. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de la version au risque, de la culture et de notre envie d'y aller ou pas. La contrainte technologique, pour moi, elle existe, mais elle n'existe pas tant que ça, finalement. On passe à la conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux panélistes pour une discussion très informative et merci à l'audience pour vos questions. En conclusion, on peut dire que la technologie blockchain offre opportunité de désintermédiation, transparence, sécurité, communication directe avec des clients, un niveau du secteur public, création d'emplois, finance et une finance inclusive. Il y a plusieurs des défis relationnés à la blockchain, comme la certitude réglementaire, le droit applicable, gouvernance, interopérabilité, fraude, etc. Blockchain aussi peut soutenir l'inclusion financière, démontrée par le cas d'utilisation comme la traçabilité des fonds en Vanuatu, la connexion de banques en Philippines, l'identité digitale et l'accès au marché par les SMI. Et maintenant, je vais laisser la place à Patricia qui va traiter les défis nouveaux pour les régulateurs. Merci. Merci Sonia.